أرغان لديه ابنة تدعى أنجليك ويرغب في تزويجها من ابن طبيب يدعى توما ديافورس على أمل الحصول على الرعاية الطبية المجانية لبقية حياته. ومع ذلك أنجليك تحب كليونت وهو شاب فقير لكنه مليء بالحيوية. على الرغم من ضغوط والدها ترفض أنجليك الزواج بتوما وتسعى لإقناع أرغان بالسماح لها بالزواج من الرجل الذي تحبه. المريضة الوهمي مسرحية تسخر من المجال الطبي والشعور الوهمي بالمرض. إنها أيضاً تأمل عميق في العلاقات العائلية والحب والتلاعب. بفضل سخريتها اللاذعة والشخصيات المتميزة تظل هذه المسرحية اليوم عملاً لا يمكن تجاهله في التاريخ المسرحي الفرنسي. Le Malade Imaginaire, written in 1674, is the last play of Molière who dies at the end of the fourth performance. Argan has a daughter, Angélique, whom he wants to marry off to a doctor's son, Thomas Diaphorus, in the hopes of getting free medical care for the rest of his life. However, Angélique is in love with Cléante, a young man without fortune but full of spirit. Despite pressure from her father, she refuses to marry Thomas. She tries to convince Argan to let her marry the man she loves. The Imaginary Patient is a scathing satire on medicine and hypochondria, but also a deep reflection on family relationships, love, and manipulation. With its incisive humor and memorable characters, this play remains an essential work of French theatre today. Croyez-le ou non, nous sommes au lycée français, passons maintenant en français. Donc Argan a une fille, Angélique, qu'il souhaite marier au fils d'un médecin, Thomas Diaphorus, dans l'espoir d'obtenir des soins médicaux pour le restant de ses jours. Mais Angélique aime Cléante, un jeune homme sans fortune mais plein d'esprit. Malgré les pressions de son père, elle refuse d'épouser Thomas. Elle cherche donc à convaincre Argan de la laisser épouser l'homme qu'elle aime. Le Malade Imaginaire, écrit en 1674, est la dernière pièce de Molière qui meurt à la fin de la 4e représentation. Cette comédie est une satire acerbe de la médecine et de l'hypocondrie, mais aussi une réflexion profonde sur les rapports familiaux, l'amour et la manipulation. Avec son humour incisif et ses personnages mémorables, cette pièce reste aujourd'hui une œuvre incontournable du théâtre français. Je vous souhaite un excellent spectacle. Deux et 3 font 5. Et 5 font 10. Et 10 font 20. 2 et 3 font 5. Ce qui me plaît de Monsieur Florent, mon apothicaire, c'est que ses parties sont toujours fort civiles. Les entrailles de monsieur. 30 sols. Oui, mais Monsieur Florent, ce n'est pas tout que d'être civil. Il faut aussi être raisonnable et ne pas écorcher les malades. 30 sols à lavement, je suis votre serviteur, je vous l'ai déjà dit. Mais vous me les avez mis dans les autres parties qu'à 20 sols. Et 20 sols en langage d'apothicaire, c'est-à-dire 10 sols. Les voilà, 10 sols. Monsieur Florent, c'est se moquer. Il faut vivre avec les malades. Monsieur Purgon ne vous a pas ordonné de mettre 4 livres. Mettez 3 livres, s'il vous plaît. « 20 et 30 sols. » Allons, comment tout ceci? Il n'y a personne. Je vais vous dire qu'on me laisse toujours seul. Il n'y a pas moyen de les arrêter ici.
Ils n'entendent point. Et ma sonnette ne fait pas assez de bruit. Drelade, drelade, drelade. Point d'affaire. Drelade, drelade, drelade. Ils sont sourds. Toilette. Drelade, drelade, drelade. Tout comme si je ne sonnais point. Chienne. Coquine. Drelade, drelade, drelade. J'enrage. Drelade, drelade, drelade. Carogne à tous les diables. Est-il possible qu'on laisse comme cela tout seul un pauvre malade? Drelade, drelade, drelade. Voilà qui est pitoyable. Drelade, drelade, drelade. Il me laissera mourir ici tout seul. On y va. Un chêne, un coquine. D'entrée, ça fait de votre impatience. Vous pressez si fort les gens que je me suis pris un grand coup de la tête contre la carne d'un volet. Un traîtresse. Ah! Mais tu m'as dit... Tais-toi donc, coquine, que je te querelle. Samon, ma foi, j'en suis d'avis, moi, après ce que je me suis fait. Tu m'as fait égosiller, Carogne. Et vous m'avez fait, vous, casser la tête. L'un vaut bien que l'autre. Quoi, Quitte à quitte, si vous voulez. Quoi, coquine? Si vous corrélez, je pleurerai. Me laisser, traîtresse. Ah! Chienne, tu veux... Ah! Quoi, il faudra encore que je n'ai pas le plaisir de la quereller? Corrélez tout votre sou, je le veux bien. Tu m'empêches, chienne, en m'interrompant à tout coup. Si vous avez le plaisir de corréler, il faut bien que de mon côté, j'ai le plaisir de pleurer. Chacun le sien, ce n'est pas trop. Ah! Allons, il faut en passer par là. Montre-moi ceci, coquine. Montre-moi ceci. Ce monsieur Florent, là, et ce monsieur Purgon s'égalent bien sur votre corps. Ils ont en vous une bonne vache à lait. J'aimerais bien leur demander, moi, quel mal vous avez pour recevoir tant de remèdes. Taisez-vous, ignorante. Ce n'est pas à vous de décider les ordonnances de la médecine. Qu'on m'apporte ma fille Angélique. J'ai à lui dire quelque chose. La voilà qu'elle vient d'elle-même. Elle a dû deviner votre pensée. Ma fille, approchez. Vous venez à propos, je voulais vous parler. Me voilà prête à vous ouïr. C'est vous. Ah, attendez. Je reviendrai plus tard. Allez vite, monsieur, vite. Monsieur Florent nous donne des affaires. Toinette, Quoi? regarde-moi un peu. Eh bien, je vous regarde. Toinette, Eh bien quoi, Toinette? ne devines-tu point de quoi je veux parler? Je m'en doute assez de notre jeune amant, car c'est sur lui depuis 6 jours que roule tous nos entretiens. Et vous n'êtes point bien si vous n'en parlez à toute heure. Puisque tu connais cela, que n'es-tu donc la première à m'en entretenir? Et ne m'épargnes-tu la peine de te jeter sur ce discours-là? Vous ne m'en laissez pas le temps et vous prenez des soins là-dessus qu'il est difficile de prévenir. Je t'avoue que je ne saurais me lasser de te parler de lui. Et que mon cœur profite avec chaleur de tous les moments de s'ouvrir à toi. Mais dis-moi, condamnes-tu, Toinette, les sentiments que j'ai pour lui? Je les garde. Ai-je tort de m'abandonner à ces douces impressions? Je ne dis pas cela. Et voudrais-tu que je passe insensible aux tant de protestations de cette passion ardente qui témoigne pour moi? À Dieu ne plaise. Dis-moi un peu, ne trouves-tu pas, comme moi, quelque chose du ciel, quelque effet du destin dans l'aventure inopinée de notre connaissance? Oui. Ne trouves-tu pas que l'action d'embrasser ma défense, sans me connaître, est tout à fait celle d'un honnête homme? Oui. Que l'on ne peut n'en user plus généreusement? Assurément. Et qu'il fait tout cela de la meilleure grâce du monde? Oh. Oui? Ne trouves-tu pas, Toinette, qu'il est bien fait de sa personne? Assurément. Qu'il a l'air le meilleur du monde,
Sans doute. Que ses discours, comme ses actions, ont quelque chose de noble. Cela est sûr. Et qu'on ne peut rien entendre de plus passionné que tout ce qu'il me dit. Il est vrai. Et qu'il n'est rien de plus fâcheux que la contrainte où l'on me tient au doux empressement de cette mutuelle ardeur que le ciel nous inspire. Vous avez raison. Mais, ma pauvre Toinette, crois-tu qu'il m'aime autant qu'il me le dit? Et ces choses-là sont parfois sujettes à caution. Les grimaces d'amour ressemblent fort à la réalité. Croyez-moi, j'en ai vu de bons comédiens là-dessus. Ah, Toinette, que dis-tu là? Hélas, par la façon dont il me parle, serait-il possible qu'il ne me dit pas vrai? En tout cas, vous en serez bientôt éclairci. Et la résolution, et vous écriviez hier soir qu'il était de vous faire une demande en mariage, et je me prompte à vous faire connaître si vous dit vrai ou non. C'en sera là la bonne preuve. Ah, Toinette, si celui-là me trompe, je ne croirai de ma vie aucun homme. Voilà votre père qui revient. Ma fille, je vais vous dire une nouvelle où peut-être vous ne vous attendez pas. On vous demande en mariage. Vous voyez, ce mot de mariage est plaisant. Je n'ai qu'à faire de vous demander si vous voulez vous marier. Je t'offre, mon père, tout ce qui vous plaira de m'ordonner. J'en suis bien aise d'avoir une fille si obéissante. La chose est donc conclue, et je vous ai promise. C'est à moi, mon père, de suivre aveuglément toutes vos volontés. Ma femme, votre belle-mère, avait envie que je vous fisse religieuse. Et votre petite sœur Louison aussi. Elle a été heurtée de tout temps à cela. La bonne bête a ses raisons. Elle ne voulait pas consentir à ce mariage. Mais je l'ai emportée et ma parole est donnée. Ah, mon père, que je vous suis obligée de toutes vos bontés. En vérité, je vous sais bon gré de cela. Voilà l'action la plus sage que vous ayez faite de votre vie. Ils disent que c'est un grand jeune garçon, bien fait, Assurément, mon père. de belle taille, Oui, mon père. agréable de sa personne, Assurément. de bonne physionomie, Très bonne. sage et bien né, Oh, tout à fait. fort honnête, Le plus honnête du monde. qui parle bien latin et grec, Ah, c'est ce que je ne connais pas. et qui sera reçu médecin dans 3 jours. Ah, lui, mon père? Oui, est-ce qu'il ne te l'a pas dit? Non, vraiment, qui vous l'a dit? Monsieur Purgon? Est-ce que Monsieur Purgon le connaît? La belle demande. Il faut bien qu'il le connaisse puisque c'est son neveu. Cléante, neveu de Monsieur Purgon. Quelle Cléante? Nous parlons de celui pour qui il entend demander en mariage. Eh oui. Eh bien, c'est le neveu de Monsieur Purgon, qui est le fils de son beau-frère, le médecin, Monsieur Diaphorus. Et ce fils s'appelle Thomas Diaphorus, et non pas Cléante. Et nous avons conclu ce mariage-là, ce matin, Monsieur Florent, Monsieur Purgon et moi. Et demain, ce gendre doit m'être amené par son père. Qu'est-ce que vous voilà tout ébloui? C'est que mon père, que je connais, que vous avez parlé d'une personne, et j'ai cru entendre une autre. Quoi, monsieur, vous auriez fait ce dessin burlesque, et avec tout le bien que vous avez, vous s'était marié votre fille à un médecin? Et de quoi t'aimes-tu, coquine, impudente que tu es? Mon Dieu, toutou, voilà que vous partez d'abord aux invectives. Est-ce que nous ne pouvons pas d'abord raisonner ensemble sans nous emporter? Là, parlons de sang-froid. Quelle est votre raison, monsieur, s'il vous plaît, pour un tel mariage? Ma raison est que me voyant infirme et malade comme je suis, je veux avoir dans ma famille les sources des remèdes et d'être à même des ordonnances et des consultations. Eh bien, voilà dire une raison. Il y a plaisir de s'y répondre doucement les uns aux autres. Mais monsieur, mettez-vous la main à la conscience. Est-ce que vous êtes malade? Comment, coquine? Si je suis malade, je suis malade, impudente. Oui, monsieur, vous êtes malade. N'ayons point de querelle là-dessus.
Vous êtes fort malade, j'en demeure d'accord, et bien plus que vous ne le pensez. Mais votre fille doit épouser un mari pour elle, et n'étant point malade, il est donc pas nécessaire de lui donner en main un médecin. C'est pour moi que je lui donne un médecin. Une fille de bon naturel doit être ravie d'épouser ce qui est utile à la santé de son père. Ma foi, monsieur. Voulez-vous qu'en tant qu'ami, je vous donne un conseil? Quel est-il ce conseil? De ne point songer à ce mariage-là. Et la raison? La raison est que votre fille n'y consentira point. Elle n'y consentira point? Non. Ma fille? Votre fille, elle vous dira qu'elle n'a qu'à faire de monsieur Diaphlarus, ni de son fils Thomas Diaphlarus, ni de tous les Diaphlarus du monde. J'en ai à faire, moi. Outre que le parti plus avantageux qu'on ne pense. Monsieur Florent, monsieur Diaphlarus n'a que ce fils-là pour toute hériter. De plus, monsieur Purgon, qui n'a ni femme ni enfant, lui donne tout son bien pour ce mariage. Et monsieur Purgon est un homme qui a 8000 bonnes livres de rente. Il faut qu'il ait bien tué des gens pour s'être fait si riche. 8000 bonnes livres de rente sont quelque chose, sans compter le bien du père. Mon Dieu, monsieur, tout cela est bel et bon, mais j'en reviens toujours là. Je vous conseille, entre nous, de lui trouver un autre mari. Votre fille n'est pas faite pour être Madame Diaphlarus. Et moi, je veux que cela soit. Eh fille, ne dites pas cela. Et comment ne le dirais-je pas? Eh non. Et pourquoi ne le dirais-je pas? Parce qu'on dira que vous ne songez pas à ce que vous dites. On dira ce qu'on voudra. Mais moi, je vous dis que je veux qu'elle exécute la parole que j'ai donnée. Elle ne le fera pas, vous dis-je. Je l'y forcerai bien. Non, elle ne le fera pas, j'en suis sûre. Elle le fera ou je la mettrai dans un couvent. Bon. Moi. Bon. Comment bon? Vous ne la mettrez point dans un couvent. Je ne la mettrai point dans un couvent? Non. Non? Non. Oui, voici ce qui est plaisant. Je ne mettrai pas ma fille dans un couvent si je veux. Non, vous dis-je. Et qui m'empêchera? Vous-même. Moi? Oui, vous n'aurez pas ce cœur-là. Je l'aurai. Vous vous moquez. Je ne me moque point. La tendresse paternelle vous prendra. Elle ne me prendra point. Une petite larme ou deux, des bras jetés au cou, un mon petit papa prononcé tendrement sera assez pour vous toucher. Tout cela ne fera rien. Oui, oui. Je vous dis que j'en démordrai point. Bagatelle. Il ne faut pas dire bagatelle. Mon Dieu, monsieur, je vous connais, vous êtes bon naturellement. Je ne suis pas bon. Et je suis méchant quand je veux. Doudou, monsieur, vous ne songez pas que vous êtes malade? Je vous dis que je veux qu'elle prenne le mari que je dis. Et moi, je lui défends absolument d'en faire rien. Où est-ce que donc nous sommes? Et quelle audace a une coquine de servante de parler de la sorte devant son maître? Lorsqu'un maître ne songe pas à ce qu'il fait, une servante bien censée est en droit de le redresser. Ah, coquine, il faut que je t'assomme. Il est de mon devoir de m'opposer à toute chose qui pourrait vous déshonorer. Viens que je t'apprenne à parler. Je m'oppose comme je dois ne pas vous laisser faire de folie. Chienne. Non, je ne consentirai jamais à ce mariage. Bondarde. Je ne veux point qu'elle épouse votre Thomas Diaphlarus. Carogne. Elle m'obéira plutôt qu'à vous. Angélique, tu ne veux pas m'arrêter cette coquine-là? Eh mon père, ne vous faites point malade. Si tu ne me l'arrêtes, je te donnerai ma malédiction. Et si elle vous obéit, je la déshéréterai. J'en peux plus. Voilà pour me faire mourir.
femme, approchez. Qu'avez-vous, mon pauvre mari? Venez-vous ici à mon secours? Qu'est-ce que c'est donc qu'il y a, mon petit-fils? Mamie, Mon ami. on vient de me mettre en colère. Hélas, pauvre petit mari, comment donc, mon ami? Votre coquine de toilette, elle est devenue plus insolente que jamais. Ne vous passionnez donc point. Elle a contrecarré une heure durant toutes les choses que je veux faire. Doucement, mon fils. Elle a eu l'effronterie de me dire que je ne suis pas malade. C'est une impertinente. Vous savez, mon cœur, ce qui en est. Oui, mon cœur, elle a tort. Maman, cette coquine-là me fera mourir. Et là. Elle est la cause de toute la vie que je fais. Mon Dieu, mon fils, il n'y a point de serviteurs et de servantes qui n'aient point de leurs défauts. On est contraint parfois de souffrir de leur mauvaise qualité à cause des bonnes. Celle-ci est adroite, soigneuse, diligente et surtout fidèle. Et vous savez qu'il faut maintenant de grandes précautions pour les gens que l'on prend. Hola, Toinette! Madame, Pourquoi donc est-ce que vous mettez mon mari en colère? moi, madame, et là, je ne songe pas à ce que vous me voulez dire. Je ne cherche qu'à complaire monsieur en toutes choses. Oh, la traîtresse! Il nous a dit qu'il souhaitait donner sa fille en mariage au fils de monsieur Diafoirus. Je lui ai dit que je trouvais le parti avantageux pour elle, mais que je croyais qu'il était mieux de la mettre dans un couvent. Il n'y a pas grand mal à cela, et je trouve qu'elle a raison. Ah, maman, vous la croyez? C'est une scélérate! Elle m'a dit sans insolence! Eh bien, mon fils, je vous crois. Là. Écoutez, Toinette, si vous fâchez jamais mon mari, je vous mettrai dehors. Ça, donnez-moi son manteau fourré et des oreillers pour que je l'accommode sur sa chaise. Mamour, que je vous suis obligé de tous les soins que vous prenez de moi. Levez-vous. Que je mette ceci sous vous. Mettons celui-ci pour vous appuyer, celui-là de l'autre côté. Mettons celui-ci derrière votre dos et cet autre-là pour soutenir votre tête. Et celui-ci pour vous garder jusque là. Oh, coquine, tu veux m'étouffer? Et là, qu'est-ce que c'est que donc? J'en puis plus. Mamour, vous la croyez? C'est une scélérate. Elle m'a dit sans insolence. Eh bien, Mamour, vous êtes toute ma consolation. pauvre petit mari. Il faut, Mamour, faire mon testament de la façon que monsieur dit. Je vous ai chargé de vous parler à votre notaire. Le voilà là-dedans que j'ai apporté avec vous. Faites-le donc entrer, Mamour. Hélas, mon ami, quand on aime bien un mari, on n'est guère en état de songer à tout cela. Approchez. Approchez, monsieur de Bonnefoy. Approchez. Prenez un siège. Ma femme m'avait dit, monsieur, que vous étiez fort honnête et tout à fait de ses amis. Et je l'ai chargé de vous parler pour un testament que je veux faire. Hélas, je ne suis point capable de parler de ces choses-là. Elma, monsieur, expliquez vos intentions et les desseins que vous êtes pour elle. Et j'ai à vous dire là-dessus qu'il ne sera rien donné à votre femme par votre testament. Mais pourquoi? La coutume y résiste. Si vous étiez en pays de droits écrits, cela se pourrait faire. Mais à Paris ou dans les pays coutumiers, au moins dans la plupart, cela ne se peut et la disposition serait nulle. Tout l'avantage qu'hommes et femmes, conjoints par mariage, se peut faire l'un à l'autre, c'est un don mutuel entre vifs. Encore faut-il qu'il y ait d'enfants, soit des deux conjoints ou de l'un d'eux lors du décès du premier mourant. Voilà une coutume bien impertinente. Qu'un mari ne puisse rien laisser à une femme dont il est tendrement aimé et qui prend de lui tant de soin. Je voudrais parler à mes avocats pour voir comment je pourrais faire.
Ce n'est point des avocats qu'il faut aller, car ils sont d'ordinaire sévères là-dessus, et ils s'imaginent que c'est un grand crime que de disposer en faute de la loi. Ce sont des gens de difficulté et qui sont ignorants des détours de la conscience. Il y a d'autres personnes bien plus accommodantes à consulter, qui ont des expédients pour passer doucement par-dessus la loi et rendre juste ce qui n'est pas permis. Qui savent aplanir les difficultés d'une affaire et trouver des moyens d'éluder la coutume par quelques avantages indirects. Sans cela, où en serions-nous tous les jours? Il faut de la facilité dans les choses. Autrement, nous ne ferons rien et je ne donnerai point un sou de notre métier. Monsieur, ma femme m'avait dit que vous étiez fort habile et fort honnête homme. Dites-moi, s'il vous plaît, comment je pourrais faire pour en frustrer mes enfants et lui en donner mon bien? Comment vous pouvez faire? Vous pouvez choisir doucement un ami intime de votre femme, auquel vous donnerez en bonne forme tout ce que vous pouvez. Et cet ami ensuite lui rendra tout. Vous pouvez également contracter un grand nombre d'obligations non suspectes au profit de divers créanciers qui prêteront leur nom à votre femme et entre les mains de laquelle ils mettront leur déclaration que ce qu'ils en ont fait n'a été que pour lui faire plaisir. Vous pouvez également, pendant que vous êtes en vie, mettre entre ses mains de l'argent comptant ou des billets que vous pouvez trouver payables au porteur. Mon Dieu, il ne faut point vous tourmenter de tout cela. S'il vient faute de vous, mon fils, je ne veux plus rester au monde. Mamie! Oui, mon ami, si je suis assez malheureuse pour vous perdre, Ma chère femme! la vie ne me sera plus de rien. M'amour! Et je suivrai vos pas pour vous faire connaître la tendresse que j'ai pour vous. Mamie, consolez-vous, s'il vous plaît! Vous me fendez le cœur! Ces lames sont hors de saison et les choses ne sont point encore là. Ah, monsieur, vous ne savez pas ce que c'est qu'un mari qu'on aime tendrement. M'amour, il faut faire mon testament de la façon que monsieur dit. Mais par précaution, je veux vous mettre entre les mains les 20 000 francs qui se trouvent dans le lambris de mon alcôve. Et de plus, deux billets payables au porteur. L'un qui me sont dus par monsieur Jurante et l'autre par monsieur Damon. Non, non, ne me parlez point de cela. Ah! Combien dites-vous qu'il y a dans votre alcôve? 20 000 francs, m'amour. Ne me parlez point de bien, je vous prie. Ah! De combien sont les deux billets? L'un de 6 000 francs et l'autre de 4 000. Tous les biens du monde, mon ami, ne me sont rien au prix de vous. Voulez-vous que nous procédions au testament? Oui, monsieur. Mais nous serons bien dans mon petit cabinet. Conduisez-moi, maman. Allons, s'il vous mon plaît. petit-fils. Les voilà avec un notaire, et je lui parlais de testament. Votre belle-mère ne s'endort point, et c'est sans doute quelle conspiration contre vos intérêts où elle pousse votre père. Qui dispose de son bien à sa fantaisie, pourvu qu'il dispose point de mon cœur. Tu vois, Toinette, les dessins violents que l'on fait sur lui. Ne m'abandonne pas, je te prie, dans l'extrémité où je suis. Moi, vous abandonner, je préférerais mourir. Votre belle-mère m'a beau me faire sa confidente et me jeter dans ses intérêts, mais je n'ai jamais pu ressentir aucune inclination envers elle. Et j'ai toujours été de votre parti. Laissez-moi faire, j'emploierai toutes choses pour vous servir. Mais pour vous servir avec plus d'effet,
J'ai envie de changer de batterie. Je vais couvrir le sel que je ressens pour vous et feindre d'entrer dans les sentiments de votre belle-mère et de votre père. Toinette! Et voilà qu'on m'appelle. Reposez-vous sur moi. Bonsoir. Que demandez-vous, monsieur? Ce que je demande, C'est vous. Que venez-vous faire, Séon? savoir ma destinée, parler à l'aimable Angélique, consulter les sentiments de son cœur et savoir ses résolutions sur ce mariage fatal dont on m'a averti. Oui, mais on ne parle pas comme cela de but en blanc à Angélique. Il faut des mystères. Et l'on vous a dit d'étroite garde où elle est retenue, qu'on ne la laisse ni sortir, ni parler à personne. Et que ce ne fut que la curiosité d'une vieille tante qui vous fit accorder la liberté d'aller à cette comédie qui donna lieu à la naissance de votre passion. Et nous nous sommes bien gardés de parler de cette aventure. Aussi, ne viens-je pas ici comme cliente et sous l'apparence de son amant, mais comme amie de son maître de musique, dont j'ai obtenu le pouvoir de dire que je viens à sa place. Voici son père. Retirez-vous un peu, mais laissez lui dire que vous êtes là. Monsieur Purgon m'a dit de me promener le matin dans ma chambre, 12 allées et 12 venues. Mais j'ai oublié de lui demander si c'est en long ou en large. Monsieur, Parle pas, Pandarde! Tu viens m'ébranler tout le cerveau. Et tu ne songes pas qu'il ne faut pas parler si haut à des malades? je voulais vous dire... Parle pas, te dis-je! Monsieur! Je vous dis que... Qu'est-ce que tu dis? Je vous dis que voilà un homme qui veut parler à vous. Qui vienne! Monsieur! Ne parlez pas si haut, de peur d'ébranler le cerveau de monsieur. Monsieur, je suis ravie de vous trouver debout et de voir que vous vous portez mieux. Comment? Qu'il se porte mieux? Cela est fait. Monsieur se porte toujours mal. J'ai ouï dire que monsieur était mieux et que je lui trouve bon visage. Que voulez-vous dire avec votre bon visage? Cela est faux. Monsieur l'a fort mauvais. Et ce sont des impertinents qui vous ont dit qu'il était mieux. Il ne s'est jamais porté si mal. Elle a raison. Il marche, dort, mange et boit, tout comme les autres. Mais cela n'empêche qu'il soit fort malade. Cela est vrai. Monsieur, j'en suis au désespoir. Je viens de la part du maître à chanter de mademoiselle votre fille. Il s'est vu obligé de partir à la campagne pour quelques jours et, comme son ami intime,
Il m'envoie à sa place pour lui continuer ses leçons, de peur qu'en les interrompant, elle ne vint oublier ce qu'elle sait déjà. Fort bien. Appelez Angélique. Monsieur, cela ne fera que vous étourdir. Et il ne faut rien pour vous émouvoir en l'état où vous êtes. Et vous ébranler le cerveau. Point. J'aime la musique. Et je serais bien aise de... Ah, la voici. Allez-vous-en vous voir si ma femme est habillée. Venez, ma fille. Votre maître de musique est allé au chant. Et voici une personne qui l'envoie à sa place pour vous montrer. Ah, ciel! Qu'est-ce? D'où vient cette surprise? C'est... Quoi? Qui vous émeut de la sorte? C'est mon père et une aventure surprenante qui se rencontre ici. Comment? J'ai songé cette nuit que j'étais dans le plus grand embarras du monde et qu'une personne fait comme monsieur s'est présentée à moi, à qui je demandais secours, et qui est venue me sortir de l'aide d'où j'étais. Et ma surprise a été grande de voir inopiné en arrivant ici ce que j'ai dans l'esprit toute la nuit. Ma foi, monsieur, je suis pour vous maintenant. Et je me dédie de tout ce que je disais hier. Voici monsieur Diaphorus le père et monsieur Diaphorus le fils qui viennent vous rendre visite. Que vous serez bien engendrés. Vous allez voir, le garçon le mieux fait du monde et le plus spirituel. Il n'a dit que 2 mots qui m'ont ravi. Et votre fille va être charmée de lui. Ne vous en allez point, monsieur. C'est que je marie ma fille. Et voilà qu'on lui emmène son prétendu mari qu'elle n'a point encore vu. C'est m'honorer beaucoup, monsieur, de vouloir que je sois témoin d'une entrevue si agréable. C'est le fils d'un habile médecin. Et le mariage se fera dans 4 jours. Fort bien! Mandez-le un peu à son maître de musique, afin qu'il se trouve à la noce. Je n'y manquerai pas. Et je vous y prie aussi. Vous me faites beaucoup d'honneur. Allons qu'on se range. Les voici. De découvrir ma tête. Vous êtes du métier, vous savez les conséquences. Nous venons ici pour porter secours aux malades, et non pour leur porter de l'incommodité. Je reçois monsieur avec beaucoup de joie l'honneur que vous me faites, et j'aurais souhaité de pouvoir aller chez vous pour vous en assurer. Mais vous savez, monsieur, ce que c'est qu'un pauvre malade qui ne peut faire autre chose que de vous dire ici qu'il cherchera toutes les occasions de vous faire connaître, monsieur, qu'il est tout à votre service. Thomas, avancez, faites vos compliments. N'est-ce pas par le père qu'il convient commencer? Oui. Monsieur, je viens saluer, reconnaître, chérir et révérer en vous un second père. Mais un second père auquel j'ose dire que je me trouve plus redevable qu'au premier. D'autant plus je vous dois, et d'autant plus je tiens précieuse cette future filiation dont je viens aujourd'hui vous rendre, par avance, les très humbles et très respectueux hommages. Vive les collèges d'où l'on sort si habile homme. Optime. Allons, saluez, monsieur. Baiserai-je? Oui. Madame, c'est avec justice que le ciel vous a concédé le nom de belle. Ce n'est pas ma femme à qui vous parlez. C'est ma fille. Où donc est-elle? Elle va venir. Attendrai-je qu'elle soit venue? Faites toujours le compliment à mademoiselle. Mademoiselle, ne plus ne moins que la statue de Memnon rendait un son harmonieux lorsqu'elle venait à être éclairée des rayons du soleil, tout de même me songe animé d'un doux transport à l'apparition du soleil de vos beautés. Et comme les naturalistes remarquent que la fleur nommée héliotrope tourne sans cesse vers cet astre du jour, aussi mon cœur dorénavant tournera-t-il toujours vers les astres resplendissants de vos yeux adorables, ainsi que vers son pôle unique.
Souffrez donc, mademoiselle, que j'apporte aujourd'hui à l'autel de vos charmes l'offrande de ce cœur qui ne respire et n'ambitionne autre gloire que d'être toute sa vie, mademoiselle, votre très humble, très obéissant et très fidèle serviteur et mari. Voilà ce que c'est que d'étudier. On apprend à dire de belles choses. Et que dites-vous de cela? Que monsieur fait merveille, et s'il est aussi bon médecin qu'il est orateur, il lui aura plaisir à atteindre de ses malades. Assurément, ce serait quelque chose d'admirable s'il fait d'aussi belles cures, qu'il fait de beaux discours. Allons vite, ma chaise et des sièges pour tout le monde. Mettez-vous là, ma fille. Vous voyez, monsieur, que tout le monde admire monsieur votre fils. Et je vous trouve bien heureux de vous voir un garçon comme cela. Monsieur, ce n'est pas parce que je suis son père, mais je lui dis que je suis content de lui. Et que tous ceux qui le voient en parlent comme d'un garçon qui n'a point de méchanceté. Microphone, s'il vous plaît. Il n'a jamais eu l'imagination bien vive, ni ce feu d'esprit qu'on remarque chez quelques-uns. Mais c'est par là que j'ai bien auguré de sa judiciaire qualité requise pour l'exercice de notre art. Lorsqu'il était petit, il n'a jamais été ce qu'on appelle mièvre et éveillé, ne parlant jamais, et ne jouant jamais à tous ces petits jeux que l'on nomme enfantins. On a eu toutes les peines du monde à lui apprendre à lire, 9 ans qu'il ne connaissait pas encore ses lettres. Bon, les arts tardifs sont ceux qui portent les meilleurs fruits, et sa lenteur à comprendre, cette pesanteur d'imagination est la marque d'un bon jugement à venir. Lorsque je l'envoyais au collège, je trouva de la peine, mais il se raidissait contre ces difficultés, et ses régents se louaient toujours à moi de son assiduité. Il s'est rendu redoutable, fort, comme un Turc, et j'ai pu dire sans vanité que dans les 2 ans qu'il était sur les bancs, il n'y a point de candidat qui fait plus de bruit que lui dans notre école. Mais ce qui me plaît en lui, et en quoi il suit mon exemple, c'est qu'il s'attache aveuglément aux opinions de nos anciens. Merci. J'ai contre les circulateurs soutenu une thèse qu'avec la permission de monsieur, j'ose présenter à mademoiselle comme un hommage que je lui donne des prémices de mon esprit. Monsieur, c'est pour moi un meuble inutile et je ne les connais pas ces choses-là. Donnez. Elle est toujours bonne à prendre pour l'image. Cela servira à parer notre chambre. Avec la permission aussi de monsieur, je vous invite à venir voir l'un de ces jours, pour vous divertir, la dissection d'une femme, sur quoi je dois raisonner. Le divertissement sera agréable. Il y en a qui donnent la comédie à leur maîtresse, mais donner une dissection est quelque chose de plus galant. N'est-ce pas votre intention, monsieur, de le pousser à la cour et d'y ménager pour lui une charge de médecin? À vous en parler franchement, notre métier auprès des grands ne m'a jamais paru agréable. Mais ce qui m'est le plus fâcheux, c'est que quand ils viennent à être malades, ils veulent absolument que leur médecin les guérisse. Cela est plaisant, et ils sont bien impertinents de vouloir que vous autres, messieurs, vous les guérissiez. Vous n'êtes point auprès d'eux pour cela. Vous n'êtes que pour recevoir vos pensions, leur ordonner des remèdes. C'est à eux de guérir, s'ils peuvent. Cela est vrai. On peut que les traiter dans les meilleures formes. Monsieur, faites un peu chanter ma fille devant la compagnie. J'attendais vos ordres, monsieur. Il m'est venu en pensée pour divertir la compagnie, de chanter une scène d'opéra avec mademoiselle qu'on avait répétée depuis peu. Venez, voilà votre partie.
Madame, c'est avec justice que le ciel vous a concédé le nom de belle-mère, puisque l'on voit sur votre visage... Monsieur, je suis ravie d'être venue ici à propos pour avoir l'honneur de vous voir. Madame, vous m'avez interrompu dans le milieu de ma période, et cela m'a troublé la mémoire. Thomas, réservez cela pour une autre fois. Je voudrais, mamie, que vous eussiez été ici tantôt. Vous avez bien perdu de n'avoir point été au second père, à la statue de Memnon, ou à la fleur nommée Héliotrope. Allons, ma fille, touchez dans la main de monsieur et donnez-lui votre foi, comme à votre mari. Mon père, Eh bien, mon père, qu'est-ce que cela veut dire? de grâce, ne précipitez pas les choses. Donnez-nous au moins le temps de nous connaître et de voir naître en nous l'un pour l'autre cette inclinaison si nécessaire à composer une union parfaite. Quant à moi, mademoiselle, elle est déjà toute née en moi, et je n'ai pas besoin d'attendre davantage. Si vous êtes prompt, monsieur, il n'est pas de même de moi. Et je dois vous avouer que votre mérite n'a pas fait assez encore d'impression dans mon âme. Oh, bien, bien. Tout cela aura le loisir de se faire quand vous serez mariés ensemble. Mon père, donnez-moi du temps, je vous prie. Le mariage est une chaîne à laquelle on ne doit jamais soumettre un cœur par force. Et si monsieur est honnête homme, il ne doit point vouloir accepter une personne qui serait à lui par contrainte. Nego consequentiam, mademoiselle, et je puis être honnête homme et vouloir bien vous accepter des mains de monsieur votre père. C'est un méchant moyen de se faire aimer de quelqu'un que de lui faire violence. Vous avez beau raisonner, monsieur est frais et moulu du collège, et il vous donnera toujours votre reste. Pourquoi tant résister et refuser d'être attaché au corps de la faculté? Inclinaison en tête. Si j'en avais, madame, elle serait telle que la raison et l'honnêteté pourraient me la permettre. Oui, je joue ici un plaisant personnage. Si j'étais que de vous, mon fils, je ne la forcerais point à se marier. Et je sais bien ce que je ferai. Je sais, madame, ce que vous voulez dire et les bontés que vous avez pour moi. Mais peut-être qu'ils ne seront pas assez heureux pour être exécutés. C'est que les filles bien sages et bien honnêtes comme vous, qui se moquent d'être obéissantes et soumises aux volontés de leur père. Cela était bien, autrefois. Le devoir d'une fille a des bornes, madame, et la raison et l'honnêteté ne l'entendent point toutes sortes de choses. Vous êtes si sotte, mamie, qu'on ne saurait plus vous souffrir. Non, madame, vous avez beau dire. Et vous voudrez bien m'obliger à vous répondre quelques impertinences. Mais je vous avertis, vous n'aurez pas cet avantage. Il n'est rien d'égal à votre insolence. Non, madame. Et vous avez un ridicule orgueil et une impertinente présomption qui fait hausser les épaules à tout le monde. Tout cela, madame, ne servira de rien. Je serai sage en dépit de vous, et pour vous ôter l'espoir de réussir dans tout ce que vous voulez, je vais m'ôter de votre vie. Écoute, il n'y a point de milieu à cela. Choisis d'épouser dans 4 jours, ou monsieur, ou un couvent. Ne vous mettez pas en peine, je l'arrangerai bien. Je suis fâchée de vous quitter, mon fils, mais j'ai une affaire en ville dont je ne puis me dispenser. Je reviendrai bientôt. Allez, mamie, et passez chez votre notaire afin qu'il expédie ce que vous Adieu, savez. adieu, mon petit ami. Adieu, mamie. Ah, voilà une femme qui m'aime. Cela n'est pas croyable. Nous prenons congé de vous, monsieur. Je vous prie, monsieur, de me dire un peu comment je suis. Allons, Thomas, prenez l'autre bras de monsieur, pour savoir si vous saurez avoir un bon jugement de son pouls. Oui, Dicky. Dico, que le pouls de monsieur est le pouls d'un homme qui ne se porte point bien. Bene. Qu'il est duruscule, pour ne pas dire dur. Fort bien. Repoussant, Bene. et même un peu caprisant. Optime. Ce qui marque une intempérie dans la parenchips pene, c'est-à-dire la rate. Non. Monsieur Purgon dit que c'est mon foie qui est malade. Eh oui, qui dit parenchyme dit l'un et l'autre. Mais vous ordonne sans doute de manger force rôti. Non, rien que du bouilli. Eh oui, bouilli, rôti, c'est la même chose. Monsieur, combien est-ce qu'il faut mettre de grains de sel dans un œuf? 6, 8, 10, par les nombres pairs, comme dans les médicaments, par les nombres impairs.
Jusqu'au revoir, monsieur. Je viens, mon fils, avant que de sortir, vous dire que j'ai vu votre fille Angélique avec un jeune homme qui s'est sauvé d'abord qu'il m'a vu. Un jeune homme avec ma fille? Oui, oui. Votre petite fille Louison était avec eux, qui pourra vous en dire des nouvelles. Envoyez-la ici, maman. Envoyez-la ici. Ah, elle est frottée. Je ne m'étonne plus de sa résistance. Ma belle-maman me dit que vous me demandez. Oui, venez ça, avancez là, tournez-vous, levez les yeux, regardez-moi. Quoi, mon papa? Là. Quoi? N'avez-vous rien à me dire? Je vous dirai si vous voulez pour vous désennuyer. Le conte de Potane ou bien la fable du cowboy et du renard qu'on m'a prise depuis peu. Ce n'est pas là ce que je demande. Quoi donc? Ah, effronté, vous savez bien ce que je veux dire. Pardonnez-moi, mon papa. Est-ce là que vous m'obéissez? Quoi? Ne vous ai-je pas recommandé de me venir dire d'abord tout ce que vous voyez? Oui, mon papa. L'avez-vous fait? Oui, mon papa, je vous suis venue dire tout ce que j'ai vu. Et vous n'avez rien vu aujourd'hui? Non, mon papa. Non? Non, mon papa. Assurément? Assurément. Oh ça, je m'en vais vous faire voir quelque chose, moi! Papa! Ah ah! Petite masque! Vous ne me dites pas que vous avez eu un homme dans la chambre de votre sœur! Mon papa! Voilà ce qui vous apprendra à mentir! Mon papa, je vous demande pardon. C'est que ma sœur m'avait dit de ne pas vous le dire. Mais je m'en vais vous dire tout. Il faut premièrement que vous ayez le fouet pour avoir menti. Pardon, mon papa. Et puis après, nous verrons le reste. Pardon, mon papa. Allons! Pardon, mon papa. Mon pauvre papa, ne me donnez pas le fouet. Vous l'aurez! Oh mon Dieu, mon papa, que je n'avais pas. Allons, allons! Ah, mon papa, vous m'avez blessé. Attendez, je suis morte. Voilà, qu'est-ce là? Luison! Luison? Ah mon Dieu, Luison! Ah ma fille! Ah ma pauvre fille! Qu'ai-je fait, misérable? Ma pauvre fille! Ma pauvre petite Luison! Là, mon papa. Je ne suis pas morte. Voyez-vous la petite rusée? Bon, je vous pardonne pour cette fois-ci. Pourvu que vous me disiez bien tout. Oui, mon papa. Prenez garde, car voilà un petit doigt qui sait tout, qui me dira si vous mentez. Mais, mon papa, ne dites pas à ma soeur que je vous l'ai dit. Non, non. C'est mon papa qu'il est venu à l'âme dans la chambre de ma soeur, comme j'y étais. Eh bien? Je lui ai demandé ce qu'il demandait, il m'a dit qu'il était son maître à chanter. Ah, voilà l'affaire. Eh bien? Ma soeur est venue après. Eh bien? Elle lui a dit « Sortez, 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 mon Dieu, sortez, vous me mettez au désespoir. » Eh bien? Et lui ne voulait pas sortir. Qu'est-ce que lui disait? Il lui disait je ne sais combien de choses. Et quoi d'autre? Il lui disait tout ci, tout ça. Et puis après? Et puis après, ma belle-maman est venue à la porte et s'est enfuie. Il n'y a pas autre chose? Non, mon papa. Voilà pourtant mon petit doigt qui grande quelque chose.
Attendez. Oui. Mon petit doigt me dit quelque chose que vous avez vu et que vous n'avez pas dit. Non, mon papa, il ment. Prenez garde. Non, mon papa, ne le croyez pas, il ment, je vous assure. Oh, ça. Nous verrons cela. Allez-vous-en. Et prenez bien garde à tout. Allez. Il n'y a plus d'enfants. Que d'affaires. Je n'ai pas seulement le loisir de songer à ma maladie. En vérité, je n'en puis plus. Eh bien, mon frère, comment vous portez-vous? Ah, mon frère, fort mal. Comment fort mal? Je suis dans une faiblesse si grande que cela n'est pas croyable. Voilà qui est fâcheux. Je n'ai pas seulement la force de pouvoir parler. J'étais venue ici, mon frère, vous proposer un parti pour ma nièce Angélique. Ah, mon frère, ne me parlez point de cette coquine-là. Ah, c'est une effrontée, une impertinente, que je le mettrai dans un couvent afin qu'il soit des jours. Ah, voilà qui est bien. Je suis bien aise, que la force vous revienne un peu et que ma visite vous fasse du bien. Oh ça, nous parlerons d'affaires tantôt. Je vous amène ici un divertissement que j'ai rencontré qui dissipera votre chagrin et vous rendra la mieux disposée aux choses que nous avons à dire. Eh bien, mon frère, qu'en dites-vous? Oh ça, voulez-vous que nous parlions un peu ensemble? Un peu de patience, mon frère, je vais revenir. Tenez, monsieur. Vous ne songez pas que vous ne sauriez marcher sans votre bâton. Tu as raison. N'abandonnez pas, s'il vous plaît, les intérêts de votre nièce. J'emploierai toute chose pour lui obtenir ce qu'elle souhaite. Il faut absolument empêcher ce mariage extravagant qui s'est mis dans la fantaisie. Et j'avais songé en moi-même que ça aurait été une bonne affaire d'introduire ici à notre poste un médecin, pour le dégoûter de son monsieur Purgon et lui décrier sa conduite. Mais comme nous n'avons personne en main pour cela, j'ai résolu de jouer un tour de ma tête. Ah, comment?
C'est une imagination burlesque. Cela sera peut-être plus heureux que sage, mais laissez-moi faire. Agissez de votre côté. Ah, voilà notre homme. Voulez-vous bien, mon frère, que je vous demande, avant toute chose, de ne vous point échauffer l'esprit dans notre conversation? Voilà qui est fait. D'où vient, mon frère, que vous parlez de mettre votre fille dans un couvent? D'où vient, mon frère, que je suis maître dans ma famille pour faire ce que bon me semble? Ah, votre femme ne manque pas de vous conseiller et de vous défaire ainsi de vos deux filles. Oh ça, nous y voici. Voilà d'abord la pauvre femme qui est en jeu. C'est elle qui fait tout le mal et tout le monde lui en veut. Non, mon frère, c'est une femme qui est détachée de toutes sortes d'intérêts, qui a pour vous une tendresse merveilleuse et qui montre pour vos enfants une bonté qui n'est pas concevable. Cela est certain. Revenons à votre fille. Sur quelle pensée, mon frère, la voulez-vous donner en mariage au fils d'un médecin? Sur la pensée, mon frère, de me donner un gendre tel qu'il me faut. Mais le mari qu'elle va prendre, doit-il être ou pour elle ou pour vous? Il doit être mon frère, et pour elle et pour moi. Et je veux mettre dans ma famille les gens dont j'ai besoin. Par cette raison-là, si votre petite était grande, vous la donneriez en mariage à un apothicaire? Pourquoi non? Est-il possible que vous serez toujours embéguiné de vos médecins et de vos apothicaires? Mais savez-vous que M. Purgon dit que je succomberais s'il était seulement 3 jours sans prendre soin de moi? Je ne vois rien de plus ridicule qu'un homme qui se veut mêler d'en guérir un autre. Pourquoi ne voulez-vous pas, mon frère, qu'un homme puisse en guérir un autre? Par la raison, mon frère, que les ressorts de notre machine sont des mystères. Les médecins ne savent donc rien à votre compte. Si, mon frère, ils savent la plupart de fort belles humanités, savent parler en beau latin, savent nommer en grec toutes les maladies, les définir, les diviser. Mais pour ce qui est de les guérir, c'est ce qu'ils ne savent point du tout. Vous savez, mon frère, j'aurais souhaité de pouvoir vous tirer de l'heure où vous êtes, et pour vous divertir, vous menez voir sur ce chapitre quelqu'une des comédies de Molière. Voilà un bon impertinent que votre Molière. Et je le trouve bon plaisant d'aller jouer d'honnêtes gens comme les médecins. Si j'étais que des médecins, je me vengerais de son impertinence. Et je lui dirais: crève, crève! Cela t'apprendra à te jouer de la faculté! Il a ses raisons pour ne point vouloir de la médecine. Et il soutient que cela n'est permis que pour les gens vigoureux et robustes, et qui ont des forces de reste pour porter les remèdes avec la maladie. Mais que pour lui, il n'a justement de la force que pour porter son mal. Les sottes raisons que voilà. Tenez, mon frère, ne parlons pas davantage de cet homme-là, car vous me donnerez tout mon mal. Je le veux bien, mon frère. Et pour changer de discours, je vous dirais que il ne faut pas suivre aveuglément la passion qui vous emporte dans le cas du choix d'un gendre, que il faut s'accommoder un peu à l'inclination de votre fille, puisque de là dépend tout le bonheur d'un mariage. Mon frère, avec votre permission... Comment? Que voulez-vous faire? Prendre ce petit lavement-là. Ce sera bientôt fait. Est-ce que vous vous moquez? Vous ne sauriez être un moment sans lavement ou sans médecine. Remettez cela à une autre fois et demeurez un peu en repos. Monsieur Florent, à ce soir ou à demain matin. Mais que dites-vous? Mais j'ai une ordonnance, moi. Mais laissez-moi faire mon travail. Je vais dire à Monsieur Purgon. Oh, mon frère, vous serez cause ici de tant de malheur. Oh, le grand malheur de ne pas prendre un lavement que Monsieur Purgon a ordonné. Vous parlez comme un homme qui se sent bien. Mais si vous étiez à ma place, vous changeriez bien vite de langage. Mais quel mal avez-vous? Quel mal? Vous me feriez enrager. Je voudrais que vous laissiez mon mal.
pour voir si vous chasseriez dedans. Ah! Voilà Monsieur Purgon! Je viens d'apprendre là-bas, je vous l'avais dit. à la porte, de jolies nouvelles. On se moque ici de mes ordonnances et qu'on ait fait refus de prendre le remède que j'avais prescrit. Monsieur, ce n'est pas... Voilà une hardiesse grande, une étrange rébellion d'un malade contre son médecin. Cela est épouvantable. Un clistère que j'avais pris plaisir à composer moi-même, Ce n'est pas moi. inventé et formé dans toutes les règles de l'art, Il a tort. et qui devait faire dans des entrailles un effet merveilleux. Mon frère, Le renvoyer avec mépris, c'est lui. c'est une action exorbitante. Cela est vrai. Un attentat énorme contre la médecine. Il est cause. Un crime de lèse-faculté qui ne se peut assez punir. Vous avez raison. Je vous déclare que je romps commerce avec vous. Ce n'est pas ma faute. Que je ne veux plus d'alliance avec vous. Vous ferez bien. Et que pour finir, toute liaison avec vous. Voilà la donation que je faisais à mon neveu en faveur du mariage. Faites-le venir. Je m'en vais le prendre. Méprisez mon clistère! Cela crie vengeance. Mon Dieu. Je vous aurais tiré d'affaire avant qu'il fût peu. Ce n'est pas moi. J'allais nettoyer votre corps et en évacuer entièrement les mauvaises humeurs. Mon frère. Et je ne voulais plus qu'une douzaine de médecines pour vider le fond du sac. Ce n'est pas moi. Mais puisque vous n'avez pas voulu guérir par mes mains, Pas du tout. puisque vous vous êtes soustrait de l'obéissance commandant à son médecin, Jamais. puisque vous vous êtes déclaré rebelle au remède que je vous ordonnais, Mon Dieu. à vous dire que je vous abandonne à votre mauvaise constitution, Miséricorde. à l'intempérie de vos entrailles, à la corruption de votre sang, à la cruauté de votre bile et à la féculence de vos humeurs. Et je veux qu'avant 4 jours, vous deveniez dans un état incurable. Mon Dieu. Que vous tombiez dans la bradypepsie. Monsieur Purgon. De la bradypepsie dans la dyspepsie. Monsieur Purgon. De la dyspepsie dans la pepsie. Monsieur Purgon. De la pepsie dans la dysenterie. Monsieur Purgon. De la dysenterie dans la lianterie. Monsieur Purgon. De la lianterie dans l'hydropisie. Monsieur Purgon. Et de l'hydropisie à la privation de la vie où vous aura conduit votre folie. Mon Dieu, je suis mort. Mon frère, vous m'avez tué. Quoi? Qu'y a-t-il? Je sens déjà la médecine qui se venge. Enfin, mon frère, vous êtes fou. Tâtez-vous un peu, revenez à vous-même. Vous voyez les étranges maladies dont il m'a menacé. C'est un homme que vous êtes. Il dit que je deviendrai incurable avant qu'il soit 4 jours. Et ce qu'il dit, que fait-il à la chose? Est-ce un oracle qui a parlé? Il semble que Monsieur Purgon tienne dans ses mains le filet de vos jours et que d'autorité suprême, il vous l'allonge et vous le raccourcisse, comme il lui plaît. Songez que les principes de votre vie sont en vous-même et que le courroux de Monsieur Purgon est aussi peu capable de vous faire mourir que ses remèdes de vous faire vivre. Il sait tout de mon tempérament et de la façon dont il faut me gouverner. Il faut avouer que vous êtes un homme d'une grande prévention et que vous voyez les choses avec d'étranges yeux. Monsieur, voilà un médecin qui demande à vous voir. Qui est-ce?
Un médecin de la médecine. Je te demande qui il est. Ah, je ne le connais pas, mais il me ressemble comme deux gouttes. Alors faites-le venir. Vous êtes servi à souhait. Un médecin vous quitte, un autre se présente. Mon frère, vous serez cause ici de tant de malheur. Encore? Vous en revenez toujours là? Voyez-vous, j'ai sur le cœur ces étranges maladies que je ne connais point, c'est... Monsieur, veuillez agréer que je vienne vous rendre visite pour vous offrir mes services pour toutes les saignées et les purgations dont vous aurez besoin. Vous m'obligez beaucoup. Par ma foi, voilà Toinette elle-même. Monsieur, veuillez m'excuser, mais je dois donner une commission à mon valet. Je reviens tout à l'heure. Ne diriez-vous pas que c'est effectivement là toi-même? Il est vrai que la ressemblance est tout à fait grande et que nous avons vu de notre temps des choses comme ça qui sont... Pour moi, j'aurais été trompée à celle-là et j'aurais juré que c'est la même personne. Monsieur, qu'y a-t-il? Comment? Ne m'avez-vous pas appelé? Moi? Non! Il faut croire que les oreilles m'écornaient. Demeure un peu ici pour voir à quel point ce médecin te ressemble. Oui, vraiment, mais j'ai affaire là-bas, je reviens tout à l'heure. J'ai lu des choses surprenantes de ces sortes de ressemblances. Et vous savez, les histoires ne sont pleines que de ces jeux de la nature. Si je les avais vus tous les deux, je croirais que ce n'est qu'un. Monsieur, veuillez m'excuser de tout mon cœur. Cela est admirable. Vous ne trouverez pas mauvais, s'il vous plaît, la curiosité que j'ai eue de voir un illustre malade comme vous êtes. Et votre réputation qui s'étend partout peut excuser la liberté que j'ai prise. Monsieur, je suis votre serviteur. Je vois, monsieur, que vous me regardez fixement. Quel âge croyez-vous bien que j'ai? Je crois que tout au plus, vous devez avoir 26 ou 27 ans. J'en ai 90. 90? Vous voyez ici un effet des secrets de mon art, de me conserver ainsi frais et vigoureux. Par ma foi, voilà un beau jeune vieillard pour 90 ans. Je suis médecin passager, qui vais de ville en ville, de royaume en royaume, de province en province, pour chercher d'illustres matières à ma capacité, capable d'exercer les beaux et grands secrets que j'ai trouvés dans la médecine. Je dédaigne de m'amuser de ce menu fatras de maladies ordinaires, à ces bagatelles de rhumatisme et de fluxion, à ces fiévrottes, à ces vapeurs et à ces migraines. Je veux des maladies d'importance. Je veux des bonnes fièvres, pourprées, de bonnes fièvres continues, avec transportation au cerveau. Je veux de bonnes pestes, de bonnes hydropisiformées, avec inflammation de poitrine. C'est là que je me plais, c'est là que je triomphe. Et je voudrais, monsieur, que vous eussiez toutes les maladies que je viens de dire, que vous fussiez abandonné par les médecins, désespérés à l'agonie, pour vous montrer l'excellence de mes remèdes et l'envie que j'aurai de vous rendre service. Oh, je me suis obligée, monsieur, des services que vous avez pour moi. Donnez-moi votre pouls. Allons donc que l'on batte comme il faut. Ce pouls-là fait l'impertinent. Qui est votre médecin? Monsieur Purgon. Cet homme-là n'est point écrit sur mes tablettes entre les grands médecins. De quoi dit-il que vous êtes malade? Il dit que c'est du foie et d'autres disent que c'est de la rate. Ignorant. C'est du poumon que vous êtes malade. Du poumon? Oui. Que sentez-vous? Je sens de temps en temps des douleurs à la tête. Justement, le poumon. Il me semble parfois que j'ai un voile devant les yeux. Le poumon. Il me prend parfois des maux de cœur. Le poumon. Quelquefois j'ai des lassitudes par tous mes membres. Le poumon. Et des fois j'ai des douleurs d'estomac, comme si c'était des coliques. Le poumon. Le poumon. Le poumon, vous dis-je. Que vous ordonne votre médecin pour votre nourriture? Il m'ordonne du potage. Ignorant. De la volaille. Ignorant. Du veau. Ignorant. Des bouillons. Ah, ignorant. Des œufs frais. Ignorant. Des petits pruneaux pour relâcher le ventre. Ignorant. Et surtout, de boire mon vin fort trempé. Ignoratus, ignorata, ignoratum. Il faut boire votre vin pur. Et pour épaissir votre sang qui est trop subtil, il faut manger de bons gros bœufs, de bons gros porcs, du bon fromage de Hollande, et du gruau, et du riz, et des marrons, et des oublis, pour coller et conglutiner.
Que diantre faites-vous de ce bras-là? Comment? Voilà un bras que je me ferais couper tout à l'heure si j'étais que de vous. Mais pourquoi? Ne voyez-vous pas qu'il tire à soi toute la nourriture et empêche ce côté-là de profiter? Oui, mais c'est mon bras, j'ai besoin de mon bras. Vous avez là aussi un œil droit que je me ferais crever si j'étais à votre place. Ne voyez-vous pas qu'il incommode l'autre et lui dérobe toute sa nourriture? Croyez-moi, faites-vous le crever. Au plus tôt, vous en verrez plus clair de l'œil gauche. Cela n'est pas pressé. Adieu. Je suis fâchée de vous quitter si tôt. Mais il faut que je me rende à une grande consultation qui s'est faite pour un malade qui mourut hier. Pour un homme qui mourut hier? Oui, pour aviser et voir ce qu'il aurait fallu faire pour le guérir. Jusqu'au revoir. Vous savez que les malades ne reconduisent pas. Voilà un médecin, vraiment, qui paraît fort habile. Oui, mais il va un peu bien vite. Ah, tous les grands médecins sont comme cela. Oui, enfin, me crever un œil et me couper un bras afin que l'autre se porte mieux. La belle opération que de me rendre borgne et manchot. Borgne et manchot? Allons, allons, je suis votre servante, je n'ai pas envie de rire. Qu'est-ce que c'est? Votre médecin, ma foi, qui me voulait tâter le pouls. Oh ça, mon frère, puisque voilà votre monsieur peut embrouiller avec vous, ne voulez-vous pas que nous parlions un peu ensemble? Non, mon frère, ma fille ira dans un couvent puisqu'elle s'est opposée à ma direction. Vous voulez faire plaisir à quelqu'un? Oh, j'entends cela, vous en revenez toujours à là et je vois que vous portez ma femme dans votre cœur. Eh bien oui, puisqu'il faut parler à cœur ouvert, c'est votre femme que je veux dire. Et non plus que l'entêtement de la médecine, je ne puis souffrir l'entêtement où vous êtes pour elle, et voir que vous donniez tête baissée à tous les pièges qu'elle vous tend. Ah, monsieur, ne parlez point de madame. C'est une femme sans artifice, une femme sur laquelle il n'y a rien à dire, une femme qui aime monsieur, qui l'aime. On ne peut pas dire cela. Demandez-lui les caresses qu'elle me fait. Cela est vrai. L'inquiétude que lui donne ma maladie. Assurément. Et les soins et les peines qu'elle prend autour de moi. Il est certain. Monsieur, voulez-vous que je vous convainque et vous fasse voir comme madame aime monsieur? Monsieur, souffrez que je lui montre son bec jaune et le tir d'erreur. Comment cela? Ok, madame s'en va revenir. Mettez-vous tout étendu dans cette chaise et contrefaites le mort. Vous verrez la souffrance où elle sera quand je lui annoncerai la nouvelle. Laisse-moi faire. Vous, cachez-vous dans ce coin-là. Mais dites-moi, n'y a-t-il pas quelque danger à contrefaire le mort? Non, non, quel danger y aurait-il? Étendez-vous là seulement. Voici madame et... tenez-vous bien. Ah mon Dieu, un malheur! Oh, quel étrange accident! Qu'est-ce, Toinette? Ah, madame. Qu'y a-t-il? Votre mari est mort. Mon mari est mort? Hélas, oui, le pauvre défunt est trépassé. Assurément? Assurément. Personne ne sait encore cet accident-là. Je me suis trouvée ici toute seule. Il vient de passer entre mes bras. Tenez, le voilà, tout de son long dans cette chaise. Le ciel en soit loué! Me voilà délivrée d'un grand fardeau. Que tu es sotte, Toinette, de t'affliger de cette mort. Je croyais, madame, qu'il fallut pleurer. Va, va. Cela n'en vaut pas la peine. Quelle perte est-ce que la sienne? Et de quoi servait-il sur la terre? Un homme incommode à tout le monde. Malpropre, dégoûtant, sans cesse un lavement et une médecine dans le ventre, mouchant, toussant, crachant tous les jours, ennuyeux, sans esprit, de mauvaise humeur et fatigant, jour et nuit servant tes valets. Ah, voilà une belle oraison funèbre. Il faut, Toinette, que tu m'aides à exécuter mon dessein. Et tu peux croire qu'en me servant, la récompense est sûre. Puisque, par un bonheur, personne n'est encore averti de la chose, portons-le dans son lit et tenons cette mort cachée jusqu'à ce que j'ai fait mon affaire. Il y a des papiers, il
y a de l'argent dont je veux me saisir. Et il n'est pas juste que j'ai passé 100 fruits auprès de lui, mes plus belles années. Viens, Toinette. Prenons auparavant toutes ces clés. Doucement. Oui, ma... C'est ainsi que vous m'aimez? Le défunt n'est pas mort. Je suis ravie d'avoir vu votre bon naturel et d'avoir entendu le beau pénégyrique que vous avez fait sur moi. Voilà un aveu lecteur qui me rendra plus sage à l'avenir. Eh bien, mon frère, vous le voyez. Par ma foi, je n'ai jamais cru cela. Mais voilà votre fille qui arrive. Remettez-vous comme vous étiez. Et voyons de quelle manière elle recevra votre mort. Vous verrez par là les sentiments que votre famille a pour vous. Au ciel! Ah, fâcheuse aventure, malheureuse journée! Qu'as-tu, Toinette? Et de quoi pleures-tu? Hélas, j'ai de tristes nouvelles à vous annoncer. Et quoi? Votre père est mort. Mon père est mort, Toinette? Hélas, oui, il vient de mourir d'une faiblesse qui lui a pris. Oh ciel! Quelle infortune, quelle atteinte cruelle! Hélas, faut-il que je perde mon père, la seule chose qui me restait au monde? Et qu'encore pour un surcroît de désespoir, je le perds dans un moment, il était irrité contre moi. Que deviendrais-je malheureuse et quelle consolation trouver après une si grande perte? Qu'avez-vous donc, belle Angélique? De quel malheur pleurez-vous? Hélas, je pleure tout ce que dans la vie je pouvais faire de plus cher et de plus précieux. Je pleure la mort de mon père. Au ciel, quel accident, quel coup inopiné. Hélas, après la demande que j'avais conjurée à votre oncle de lui faire pour moi, je venais me présenter à lui pour lui tâcher par mes respects et par mes prières de vous accorder à mes vœux. Ah Cléante, ne parlons plus de rien. Laissons là toutes les pensées du mariage. Après la perte de mon père, je ne veux plus être du monde et je renonce pour jamais. Oui, mon père, si j'ai tant de résister à vos volontés, je veux du moins suivre une de vos intentions et réparer par là le chagrin que je m'accuse de vous avoir donné. Souffrez, mon père, que je vous en donne ici ma parole, et que je vous embrasse pour vous témoigner mon ressentiment. Ah, ma fille! Viens, n'aie pas peur, c'est moi, c'est ton père. Va, tu es mon vrai sang, ma vraie fille, et je suis ravie d'avoir vu ton bon naturel. Quelle surprise agréable, mon père! Puisque par un bonheur extrême, le ciel vous redonne à mes vœux, souffrez qu'ici je me jette à vos pieds pour vous supplier d'une chose. Si vous n'êtes point favorable au penchant de mon cœur, si vous me refusez Cléante pour épouse, je vous supplie de ne point me forcer d'en épouser un autre. C'est toute la grâce que je vous demande. Et monsieur, laissez-vous toucher à ses prières et aux miennes. Ne vous montrez point contraire aux styles aux inclinations du style aux inclinations. Eh bien, mon frère, pouvez-vous tenir la contre? Monsieur, seriez-vous insensible à tant d'amour? Qu'il se fasse médecin et je consens au mariage. Oui, faites-vous médecin et je vous donne ma fille. Très volontiers, monsieur. S'il ne tient qu'à cela pour être votre genre, je me ferai médecin. Apothicaire même, si vous voulez. Il n'y a pas grand-chose à cela. Et je ferai bien d'autres choses pour obtenir la belle Angélique. Mais mon frère, il me vient une pensée. Faites-vous médecin vous-même. La commodité sera encore plus grande d'avoir en vous tout ce qu'il faut. Cela est vrai, voilà le vrai moyen de vous guérir bientôt. Je crois, mon frère, que vous vous moquez de moi. Est-ce que je suis en âge d'étudier? Bon, étudier, vous êtes assez savant. Et vous serez beaucoup plus habile que beaucoup, pas mieux. Mais que dire et que répondre? On vous instruira en 2 mots. Et l'on vous donnera par écrit tout ce qu'il faut dire. Il faut savoir parler latin, connaître les maladies et les remèdes qui vont avec. Ah, en recevant la robe et le bonnet de médecin, tout galimatia devient savant, toute sottise devient raison. Quoi? Lancer discours sur les maladies quand on porte cet habit-là? Exactement. Tenez, monsieur. Quand il n'y aurait que votre barbe, c'est déjà beaucoup. Et la barbe fait déjà plus de la moitié d'un médecin. En tout cas, je suis prêt à tout. Voulez-vous que l'affaire se fasse tout à l'heure? Comment ça, tout à l'heure? Oui, et dans votre maison? Dans ma maison? Oui. Je connais une faculté de mes amis qui viendra tout à l'heure en faire la cérémonie dans votre salle. Cela ne vous coûtera rien. Et moi, que dis-je, que dire et que répondre?
Ne vous inquiétez pas. Allez vous en mettre un habit décent. Je vais les envoyer quérir. Allons voir. Mais que voulez-vous dire? Et qu'entendez-vous avec cette faculté de vos amis? Quel est donc votre dessein? De nous divertir un peu. Les comédiens ont fait un petit intermède de la réception d'un médecin avec des danses et de la musique. Je veux que nous en prenions ensemble le divertissement et que mon frère y fasse le premier personnage. Mais mon oncle, il me semble que vous jouez un peu beaucoup de mon père. Mais ma nièce, ce n'est pas tant le jouer que s'accommoder de ses fantaisies. Nous y pouvons prendre chacun un personnage et nous donner la comédie les uns aux autres. Le carnaval autorise cela. Allons, vite préparer toutes choses. Y consentez-vous? Oui, puisque mon oncle nous y conduit.